Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais parler de deux erreurs qui peuvent coûter très cher quand on investit en bourse. Donc cette idée de vidéo m'a été donnée par deux commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo sur Nvidia, qui est sortie il y a quelques jours. Donc premier commentaire de Yann qui me dit « Bah après j'ai revu ta vidéo de septembre et tes analyses sont mauvaises puisque l'action a pris 100% depuis, tu ne voulais pas l'acheter déjà à 400$. » Et deuxième commentaire de Stoic Shapiro qui me dit simplement tu t'étais trompé. Donc pour redonner le contexte, j'avais fait une vidéo sur Nvidia au mois de septembre 2023 et l'action était à 425$ de mémoire et j'avais conclu que à cause de la valorisation c'était un investissement que je jugeais trop risqué et que donc j'avais simplement décidé de ne pas investir dedans. Et donc ces deux personnes considèrent que puisque en septembre, à 425$, j'ai considéré que c'était un mauvais investissement et que depuis 6 mois plus tard, l'action a fait x2, ils considèrent que je me suis trompé. Et donc, je vais pouvoir utiliser ces deux commentaires pour illustrer ces deux erreurs. Donc la première erreur, c'est une erreur de raisonnement qui est pas spécifique à l'investissement, mais qui est spécifique à la prise de décision en général. Donc c'est ce qu'on appelle le resulting. Donc c'est un concept qui est connu des joueurs de poker, paraît-il. Et cette erreur, c'est le fait de juger la qualité d'une décision à son résultat. Donc la première fois qu'on entend ça, le réflexe, c'est de se dire que pourtant ça paraît complètement logique de juger la qualité d'une décision à son résultat, mais en fait, c'est peut-être intuitif, mais c'est pas logique pour autant. Mais ça se comprend très facilement avec un exemple. Donc, prenons une situation simplifiée, on a le choix entre deux décisions, donc ça peut être investir ou ne pas investir, ça peut être accepter une offre d'embauche ou la refuser, etc. Et nous, avec les informations qu'on a à ce moment-là, on va juger que par exemple, la décision A, elle a 90% de chances de nous être bénéfique et 10% de chances de nous être d'avoir un impact négatif, et la décision B, elle a à l'inverse 90% de chances de nous donner un résultat négatif et 10% de chances de nous donner un résultat positif. Donc pour simplifier l'exemple, là on admet que les résultats positifs et négatifs sont de même ampleur. À ce moment-là, je pense qu'on est d'accord pour dire que la meilleure décision, c'est la décision A, donc il y a 90% de chances de nous donner une issue positive et 10% de chances de nous donner une issue négative. Et donc même si dans ce cas-là, c'est évident que prendre la décision A, c'était la bonne décision, il est totalement possible que ce qui se matérialise, ce soit les 10% d'issues négatives. Et donc dans le cas où c'est ces 10% d'issues négatives qui se produisent, à ce moment-là, l'erreur, c'est de se dire « je me suis trompé ». Puisque justement, au moment où on a pris la décision, avec les informations qu'on avait à ce moment-là, on a pris la bonne décision. Mais comme on peut jamais avoir de certitude sur le futur, mais que c'est toujours une question de probabilité, on peut avoir une bonne décision qui tourne mal, tout comme on peut avoir une mauvaise décision qui tourne bien. Donc la personne qui aurait pris la décision B, donc 10% d'upside et 90% de downside, ça aurait très bien pu être les 10% d'upside qui se matérialisent. Et tant mieux pour la personne, mais ça en fait pas pour autant une bonne décision. Et pour ceux qui voudront aller plus loin sur cette idée, ou bien qui sont peut-être sceptiques, il y a un livre sur le sujet, donc c'est Thinking in Bets, Making Smarter Decisions When You Don't Have All the Facts. Donc penser en termes de paris, prendre des décisions plus intelligentes quand on n'a pas toutes les informations. Et donc l'idée globale du livre, c'est ce que je viens de vous dire, et plus globalement, le fait de toujours penser en termes de probabilité et de voir chaque décision comme un pari, en ayant la volonté de prendre des paris asymétriques avec beaucoup plus d'upside que de downside. Et ça permet d'ailleurs de régler une bonne fois pour toutes la question de est-ce que le mérite existe, est-ce qu'on mérite son succès ou pas, est-ce que la chance existe, etc. C'est juste que sur une décision, sur un événement, la chance peut avoir un impact important, mais l'idée c'est au cours d'une vie, multiplier les bonnes décisions. Donc sur une vie, des décisions de tout type, c'est pas que de l'investissement, on va prendre des milliers de décisions, et si on fait le calcul en probabilité, on voit que plus le nombre de décisions est grand, plus l'effet de la chance diminue. Donc l'idée c'est simplement de prendre le plus possible de bonnes décisions, et à long terme, enfin à moyen et long terme, on se retrouve où on mérite, même si en chemin, sur des décisions individuelles, on a pu avoir de la chance ou on a pu avoir de la malchance. Et donc pour le cas de Nvidia, je considère que ce qui s'est passé entre septembre et aujourd'hui fin mars 2024, c'était quasiment impossible à prévoir, voire totalement impossible à prévoir. Et avec les informations que j'avais à ce moment-là, je pense qu'en effet j'ai pris une bonne décision et que ce qui s'est passé avait une probabilité très faible de se passer, puisque c'est un événement extrêmement rare quand même. Et ça explique aussi peut-être pourquoi on retrouve quasiment jamais, voire jamais de Nvidia aujourd'hui dans les portefeuilles des meilleurs investisseurs. Et pour terminer sur cette idée de resulting et de penser en probabilité, tout à l'heure, j'écoutais un podcast, d'ailleurs d'une chaîne que je vous recommande, c'est une des meilleures chaînes d'investissement je trouve, donc qui s'appelle We Study Billionaires, et c'était une interview de l'auteur de Psychology of Money, et qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Same as Ever,
Et donc je voulais qu'on écoute un petit extrait d'à peu près 1 minute. Donc je vais mettre les sous-titres en français et je ferai un petit résumé si besoin juste après. Donc hop, sous-titres et c'est parti. A lot of this too is that people think when they're thinking of numbers and math and probabilities, they're always going to think binary, yes or no. When they're judging whether your prediction was right, they're going to judge it in binary terms. Were you right or were you wrong? But the world, because it's fragile and uncertain, usually doesn't work like that. You want to judge people in probabilities, but that's much harder to do. A very clear example of this was the 2016 presidential election. When Nate Silver, the statistician who makes these forecasts about predictions, I forget what the exact numbers are, so I don't want to put words in his mouth, but I think he said something along the lines of, the day before the election, I think he gave Hillary Clinton 75% chance of winning and Donald Trump 25% chance. It was something along those lines. I might be getting that slightly wrong. And obviously Donald Trump won, and therefore the next day, all the news headlines blared, Nate Silver got it wrong. And Nate pointed this out, like to his own frustration. He's like, no, I give Trump a 25% chance of winning. That's actually pretty good. And the fact that he did win doesn't show that I was wrong at all. But people don't think like that. They want to be blind. If you're going to make a prediction, you should be judged on whether it was right or wrong. And the thing is, somebody like Nate Silver, who very rightly and wisely thinks in probabilities, the only way to judge whether he's right or wrong is to look at how he's done over the last 50 presidential election cycles, which obviously we don't have that information. It doesn't make... Voilà, donc en résumé rapide, il y a un monsieur qui s'appelle Nate Silver qui fait des pronostics sur les élections présidentielles. Et en 2016, il avait donné 25% de chances que Donald Trump soit élu et 75% de chances que Hillary Clinton soit élue. Et ensuite, le lendemain de l'élection de Trump, les titres des journaux, c'était « Nate Silver s'est trompé ». Alors qu'il s'est peut-être pas trompé du tout, et que c'est simplement l'issue la moins probable qui s'est produite. Et comme le dit l'auteur de Psychology of Money ici, pour juger si Nate Silver se trompe ou pas, il faudrait le juger sur une série de quelques dizaines d'élections présidentielles, ce qui est assez compliqué à faire au cours d'une vie, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire qu'il se soit trompé sur son pronostic sur l'élection de 2016. Donc ça c'était la première erreur, donc le fait de juger la qualité d'une décision sur son résultat, plutôt que sur les probabilités avec les informations qu'on avait au moment où la décision a été prise. Et la deuxième erreur, un petit peu plus classique en investissement, c'est de juger à court terme. Et tirer des conclusions au bout de 6 mois en investissement, c'est pas une très bonne idée. On a plusieurs exemples de ça. Donc on va prendre par exemple l'exemple de Meta. Donc que j'avais acheté, donc j'avais commencé à acheter, c'était vers 230 de mémoire. C'était donc... ici, donc à partir d'ici, moi et d'autres, on a commencé à considérer que c'était un investissement intéressant. Ensuite, j'ai continué à investir pendant la baisse, et le temps qui s'est passé avant qu'on revienne à 237 $, donc c'est entre le 4 février 2022 et le 28 avril 2023. Donc ça fait 1 an et 2 mois, plus d'1 an et 2 mois, et donc heureusement que j'ai pas jugé au bout de 6 mois, donc en août par ici, quand l'action était vers les 160 $, heureusement que j'ai pas jugé à ce moment-là, après 6 mois, que je m'étais trompé, puisque logiquement, si j'avais conclu que je m'étais trompé, j'aurais dû vendre ici, et chose que j'aurais bien regretté, puisque justement mon prix moyen maintenant il est à peu près à 160, et des exemples comme ça en 2022 on en a eu un paquet, hein. Par exemple ici Alphabet, on a eu par exemple Amazon, voilà, je vais pas tous les citer, donc ça c'était des exemples de sûrement bonnes décisions qui au bout de 6 mois auraient pu passer pour des mauvaises décisions, mais il y a aussi des cas qui montrent la situation opposée, c'est-à-dire des situations où au bout de 6 mois on aurait pu se croire extrêmement intelligent, mais un petit peu moins 3 ans plus tard. Donc sur Tesla, les personnes qui avaient découvert l'investissement, on va dire par la mauvaise porte, avec des espoirs d'argent rapide et facile, et qui avaient investi dans Tesla pendant 2020 et même pendant tout 2021, et bien pendant cette période-là, donc pendant quasiment 2 ans, ces personnes-là pensaient avoir pris une super décision, mais se trouvaient super intelligentes. C'est typiquement ces personnes-là qui, déjà à l'époque, devaient laisser des commentaires en dessous de vidéos YouTube d'investisseurs un peu plus sérieux. Et aujourd'hui, on est à 175 $, donc prenons l'exemple de quelqu'un qui avait investi à 175 $, donc la semaine entre le 20, on va dire le 25 novembre, et bien entre le 25 novembre 2020 et le 28 mars 2024, ce qui fait 3 ans et demi, et bien cette personne n'a eu aucun gain en 3 ans et demi, alors que pendant les 1 an qui ont suivi son investissement, cette personne, elle devait penser sûrement avoir fait une super affaire, et pour l'instant les faits ont montré le contraire, et le problème c'est que ces personnes-là s'étaient pas posé la question à ce moment-là de quelle était la croissance que Tesla allait devoir avoir à l'avenir
pour justifier son prix actuel. Et c'était peut-être possible, mais peu probable que Tesla arrive à faire ça. Donc pour conclure, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que en septembre 2023, c'était intelligent de parier sur une bonne performance long terme de Nvidia à partir de ce moment-là, et avec les informations qu'on avait à ce moment-là, et uniquement les informations qu'on avait à ce moment-là? Moi, je pense pas que c'était le cas, mais en tout cas, s'il doit y avoir une discussion, c'est sur cette question-là, et uniquement cette question-là. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider à faire connaître la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus!